Salut à tous, c'est Alex. Voilà enfin le débrief des masters français de novembre 2023, hein. J'avais pris beaucoup de retard sur mes débriefings de tournoi. Et voilà, donc super initiative de la part de Nico, lancer voilà, une sorte de ligue française compétitive qui permettrait aux joueurs de se rencontrer malgré l'éloignement géographique, puisque en fait au niveau des phases qualificatives, on remporte des points sur 7 tournois de zones géographiques de France différentes. Et ces points collectés nous permettent de nous qualifier ou non à une phase finale qui elle a lieu à Oison, à peu près au centre de la France, hein, dans une salle magnifique, dans une ferme rénovée. Et du coup, moi, voilà, je fais partie des qualifiés avec Samuel. On n'est que deux à représenter la congrégation du Nord, finalement. Congrégation, j'aime beaucoup ce mot. Et donc, en fait, voilà, moi, j'avais réussi à me qualifier grâce à un tournoi où je fais deuxième à Rouen, un petit tournoi. Du coup, j'avais remporté dans la zone géographique de l'Est, de l'Ouest, pardon, de la France. Et puis, j'avais fait troisième pour la région nord de la France. Et du coup, avec ces quelques points remportés, puisque c'était quand même des tournois de petite taille, Samuel et moi, on arrive à se qualifier. Samuel qui joue une liste complètement dans l'air du temps, avec des élémentaires d'air majeurs, la formation d'élémentaires d'air. Et puis moi, de mon côté, je pars sur une liste complètement atypique de nains, qui m'a plutôt bien réussi pendant les phases d'entraînement, mais aussi au qualificatif de Rouen, puisque c'est plus ou moins la liste que j'ai joué à Rouen. Donc comme on peut, je m'excuse par ailleurs, il manque deux listes, il manque l'essentiel, à savoir la mienne, et celle de la 6e ronde. Mais voilà, je vais essayer d'être plus rigoureux, je finirai bien par sortir un peu de l'amateurisme sur mes débriefs, et vous offrir régulièrement les listes. Mais bon, c'est pas grave, parce que je l'ai en photo, cette armée dont je suis très fier. Donc quand on aperçoit une liste avec majorité d'infanterie, hein, moi je suis un ancien de battle et pour moi les nains à l'origine ils n'avaient pas de cavalerie, c'était une armée extrêmement tanky avec des infanteries d'élite comme on ne trouvait nulle part ailleurs, et ma liste ne fait pas exception à cette époque voilà, assez tumultueuse de ma jeunesse. Et alors du coup, je joue la formation hein, qui est sur cette version du jeu une excellente, voilà, une excellente proposition, hein, c'est très très puissant et c'est autour de cette formation et de son porte-étendard, plus particulièrement, que je vais essayer de créer des synergies. Un des gros défauts des nains, en plus de leur lenteur, c'est finalement leur manque de létalité sur cette édition du jeu. Alors autant la lenteur c'est déjà un gros problème sur un scénario, enfin sur un jeu où il y a un effet first strike qui est ultra important, hein, puisqu'en fait si vous tuez votre adversaire il n'a pas de riposte, ça c'est quand même quelque chose. Et puis voilà, sur un jeu où le mouvement est essentiel, puisque c'est lui qui va permettre d'aller se positionner sur les objectifs. Et le manque de létalité, c'est vraiment leur deuxième défaut. C'est une armée finalement qui manque un peu de troupes de choc au corps à corps. Et du coup, le porte-étendard et sa formation, finalement, viennent essayer de compenser un peu ce défaut. Puisqu'en fait, le porte-étendard donne l'aura élite pour toute l'infanterie même, et la formation, en fait, voit sa mêlée augmenter à 3. Du coup, on a des lanciers et des cuirassés avec une mêlée à 3. Les cuirassés, je leur offre le marteau de force constante, et du coup, ça fait une unité qui jette 25 dés potentiellement élites, avec un 3+, pour toucher, et un 4+, éternel pour blesser, quoi. Leur nerf est augmenté de 1, ça fait une formation extrêmement tanky. Après, j'ai 2 régiments de briseurs de boucliers, d'un des brise-pavois, qui va, avec son crush 1 et sa mêlée à 3+, pouvoir faire pas mal de dégâts, eux aussi peuvent vraiment faire pas mal de dégâts. 2 régiments d'Iron Guard, qui eux aussi ont mêlée 3+, mais cette fois défensif, une excellente unité de cette édition. Et les 6 régiments que j'ai, lanciers, Iron Guard et brise-pavois, ont des chiens de lancer. Ensuite, j'ai 2 rois sur bête qui vont venir un peu arbitrer au niveau de la partie. J'ai pour habitude de déplacer sur les flancs, un flanc de chaque côté, et du coup, ça me permet d'éviter les débordements adverses, parce que mon armée est extrêmement lente. Un qui a les bottes de Sir James et un qui a la potion de soin. Ensuite, j'ai 2 berserks individuels, un qui vole avec les ailes d'Onemaze, alors lui, il joue tous les rôles sur le champ de bataille possible, hein. Il peut menacer les individuels qui lancent des sorts, menacer les machines de guerre adverses, il peut éventuellement charger des unités de cavalerie pour leur supprimer leur charge fracassante. Et j'ai un deuxième tueur qui, lui, a la Mace of Crushing,
non, la lame de lacération qui relance une touche. Et en fait, finalement, ces deux berserk, leur rôle principal, ça va être, grâce à leur règle de réorientation au début de chaque tour, de pouvoir charger les monstres volants qui chercheraient un peu à s'immiscer dans mes lignes. Avec la wild charge des 3, ils peuvent monter jusqu'à une charge de 13, ce qui peut permettre de clouer au sol les volants pour pouvoir après les achever avec des unités à moi. À noter qu'en plus de ça, les Lord Berserk ont quand même 7 attaques, et du coup, l'aura élite, pour eux, c'est vraiment ultra sympa, parce que ça les rend vraiment très forts, puisqu'ils ont élite et vicieux. Ensuite, j'ai une troupe de Berserk qui, pour moi, est une des unités les plus sous-cotées à l'heure actuelle du jeu. Aujourd'hui, je trouve que les Berserk, on les voit finalement assez peu sur les tables de jeu, ils sont boudés par les joueurs nains. Et du coup, à chaque édition, on voit un nouveau buff qui sort. Alors un coup, du coup, au final, ils se retrouvent avec une pléthore de règles spéciales. Alors déjà, ils sont rien 15. Pour une troupe à 105 points et défense 4, c'est quand même extraordinaire. Une wild charge à D3, avec leur mouvement de 5, qui en fait une des unités les plus rapides de l'armée naine. Une règle de vengeance qui leur donne un crush 1 lorsqu'ils ont subi des dégâts et qu'ils ont survécu à un corps à corps. Et puis un Slayer D6 qui leur permet d'affronter les monstres avec plus d'efficacité. Et puis la règle vicieuse. Enfin, franchement, c'est devenu une unité extrêmement puissante, quoi. Alors, j'étais bien malheureux, j'avais pas réussi à trouver de place pour en mettre une deuxième troupe. J'avais hésité à enlever mon Lord Berserk à pied. J'ai beaucoup hésité et finalement, je suis resté dans l'idée de garder l'individuel supplémentaire. Et donc, en fait, après, j'ai deux autres personnages individuels, un porte-étendard avec le Benchant, puisqu'à l'époque, le porte-étendard avec l'aura élite ne pouvait pas avoir d'objet magique, sans quoi je pense que j'aurais donné ce Benchant à l'aura porte-étendard qui a l'aura élite, et un prêtre des runes avec radiance de vie, et un Benchant. Et du coup, ça me fait quand même deux sources de force dévastatrice 1 qui peuvent un peu compenser mon manque de létalité. Ensuite, j'ai deux troupes de chiens qui sont un redirecteur de charge de luxe. Ça ne coûte que 65 points. Crush 1 contre la cavalerie, un mouvement à 6. Un air 11-13 qui surprend toujours les adversaires. 11-13 pour une défense 3. C'est vraiment un très très bon redirecteur de charge. Et voilà ce qui est, voilà, pour ma liste, ce qu'il en est, quoi. À noter que les chiens, c'est quand même mention honorable, c'est une unité qui ignore les règles de stealthy, les règles de couvert, d'individuel. C'est vraiment une grosse source de projection dans ma liste d'armées. Ça peut préparer les corps à corps, ça peut me débarrasser des fois d'unités clés de façon assez contextuelle. Moi, je pense à certaines unités comme les succubes, les personnages individuels type sorcier, si jamais ils oubliaient de se protéger. Enfin, donc voilà, une armée très typée. Et du coup, je présente à Oison le vendredi soir, je dors sur place, je passe une nuit assez calamiteuse, faite de ronflements et puis de quelques moments de froid, parce que malgré tout, il faisait quand même très froid dans ce coin-là. Et je me réveille le matin et j'apprends en première ronde que j'affronte Nico. Nico qui est quand même pour moi un des meilleurs joueurs français du moment. Et voilà, du coup, on s'attend, quand on est un petit joueur local comme moi, à rencontrer des joueurs plus puissants que soi-même. Mais bon, commencer dès la première ronde par Nico, c'est quand même plutôt un coup dur. Après, je connais un peu ses vermines, donc je me dis, voilà, on va faire de notre mieux, et on se lance sur cette partie. Je vous mets la photo de sa liste, puisque la sienne, je l'ai. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image, mais on est sur une approche très équilibrée qui, pour un joueur aussi intelligent que Nico, va me redonner du fil à retordre. Et du coup, voilà la table de jeu telle qu'on l'a vécue. Donc, on a finalement assez peu de décors au centre de table. On a un infront et une forêt. Sinon, voilà, une table assez équilibrée. Ouais, tous les petits pions en bois sur la table, ce sont des objectifs qu'il va falloir contrôler. Donc on en avait un total de, si je dis pas de bêtises, de 6 ou 7, je ne sais plus. Alors là, on en a ici 4 sur le flanc droit. Et du coup, en fait, sur ce flanc droit, je suis relativement en confiance. Donc, je me dis, comme il y a 7 objets, 4, ça représente la majorité d'objets de la carte. Et du coup, je me dis, on va jouer ce côté-là à fond. Donc, j'ai le Lord Berserk volant, j'ai un porte-étendard avec Benchant, mon roi sur bête, la troupe de tueurs, de l'infanterie. Et au niveau du centre, je positionne quand même
euh, les lanciers et les cuirassiers de la formation, un autre seigneur berserk et le prêtre des runes. Alors le prêtre des runes, je l'avais mis là parce qu'il a la radiance de vie et que globalement Nico avait mis quand même pas mal de tirs de ce côté-là. Je dissimule les lanciers dans un champ et sur le flanc gauche, je décide de faire clairement un refus de flanc. Je ne mets qu'une troupe de chiens et un régiment d'Iron Guard qui reste pour l'instant derrière la colline à temporiser. Et on voit, on a 2 objectifs. Ce qui fait finalement 4 objectifs sur mon flanc droit, un au centre et 2 sur la gauche. Alors j'avais quand même mis du monde au centre pour pouvoir repivoter vers la droite ou la gauche éventuellement. Et globalement, lors des premières minutes de jeu, je vais être assez prudent, je vais relativement temporiser et je vais subir quand même pas mal de tirs de la part de Nico qui finalement font pas tant de dégâts que ça en fait, mais il sature tellement qu'il commence à me mettre des dégâts un peu partout. Puis à un moment donné, je vais tenter un coup, voilà, je tente une opportunité, je sors mes Iron Guard de leur réserve et je charge avec mon roi sur bête sur l'unité pour essayer de perturber un peu ses coups hors d'égout. On voit que la Horde subit l'essentiel des tirs, hein, en même temps c'est normal, c'est la menace principale. Et sur le flanc le plus important, sur la colline, il a mis une horde de troupes de choc. Et là j'avoue que je suis peut-être un peu optimiste, je mets mes Iron Guard à portée de charge pour pouvoir après contre-charger. Et voilà, j'oublie, voilà, avec la charge fracassante, les troupes de choc quand même, ça ramène pas mal. Et du coup il va réussir à prendre le régiment d'Iron Guard et du coup créer un déséquilibre. Et puis plus tard dans la partie, je crée une deuxième erreur. En fait, je vais avec le roi sur bête charger une unité, une horde. La horde va tomber, mais en repositionnant mon roi sur bête, je ne fais pas attention. Je me mets à porter des tunnels runners au centre qui étaient un peu dans les choux, et ils vont pouvoir charger de flanc, gêner le roi sur bête, ce qui n'est pas fait à tous les coups, mais ça passe. Il me tue le roi sur bête, crée un déséquilibre. Et puis du coup, entre ça et les tirs, mes pauvres nains, ils finissent par perdre la partie. Alors, partie, je la perds à 4-3, donc c'est ultra serré, mais voilà, je commence sur une défaite à la première ronde. Dans l'ensemble, mis à part cette erreur avec le roi sur bête que j'offre de flanc, j'avais trouvé que j'avais quand même plutôt pas mal joué, j'avais fait peu de fautes d'inattention et c'était partie extrêmement serrée. Je sors de cette partie lessivée et je vais devoir affronter Laurent Boss qui joue ses ogres avec 3 hordes de shooters sur un scénario d'invasion. Donc là, je fais une fois encore un flanc gauche refusé. Alors à droite, je mets un roi sur bête avec un régiment d'Iron Guard. J'avoue que ce régiment d'Iron Guard, finalement, avec du recul, je pense que c'était pas du tout une bonne idée de le mettre là. Mais bon. Donc du coup, dans l'idée, on est sur une véritable séance de tir au lapin où je vais faire énormément de boulettes parce que je sors un peu fatigué de cette partie contre Nico, fatigué de ma nuit, puis un petit peu, voilà, ça faisait longtemps, voilà, que j'avais pas commencé sur une première défaite en ronde. Mais bon, j'avance courageusement avec mes nains sous une grêle d'éclairs, de carreaux d'arbalète. Et voilà, je positionne mon roi dans l'idée à droite de pouvoir créer le plus vite possible du danger. Et c'est là que je m'aperçois déjà des premières limites de ma liste. C'est qu'à un moment donné, quand on bouge à 4 de mouvement avec la majorité de son armée, qu'on doit traverser un champ de bataille sous une grêle de tir, bien on aimerait bien avoir quelques unités un peu supplémentaires en soutien pour créer du danger, des diversions. Parce que là, clairement, les premiers tours de jeu, pour moi, c'est vraiment tout simplement horrible. Malgré ma défense, je me fais pas mal de trucider au tir. Mes régiments de briseurs de boucliers, même cachés dans les champs, se font massacrer parce qu'ils sont blessés sur du 2. Mais j'ai quand même un petit espoir dans la présence de ma horde de cuirassés sur le flanc gauche, qui va tenter une percée à gauche de la tour contre des briseurs de siège. Et en fait, ça marche pas trop mal. Alors le problème, c'est que entre les unités qui va me massacrer au tir et sa grosse puissance d'armée, puisque tout le monde contrôle dans son armée, malgré ça, je ne réussirai pas à gagner cette partie. D'autant qu'une fois que les tirs s'estompent un peu, que j'arrive à porter, ce sont les briseurs de siège qui m'accueillent avec leurs armes à deux mains. Donc clairement, c'est pas évident pour moi, c'est une belle défaite. D'autant qu'en plus de ça, j'ai manqué cruellement de réussite au dé cette fois. Et du coup, voilà, je vais affronter tant bien mal les ogres.
Et mon plan de débordement avec le roi sur bête fonctionne, mais je ne suis pas suffisamment rapide pour pouvoir créer le danger et menacer ces tireurs. Ce qui fait qu'en fait, je suis peut-être trop étrié au corps à corps lorsque les corps à corps commencent enfin. Donc voilà, 2 rondes, 2 défaites pour moi. Donc là, clairement, il n'y a plus aucune autre ambition pour moi sur ce week-end que celle de voilà, sauver l'honneur du Nord quoi, et de pas voilà, finir dans les tréfonds du classement. Et là, je tombe sur une liste d'armées de cauchemars. Donc c'est Silence qui joue ces cauchemars. Une armée populeuse, mais avec quand même 2 terreurs. Ce sont des titans qui ont bénéficié vraiment de grosses améliorations sur cette nouvelle édition du jeu. Et donc voilà, je suis un peu plus confiant parce que là, pour le coup, je n'ai pas trop de tirs à subir, je n'ai pas de monstres volants à gérer, donc c'est une partie normalement voilà, où au moins on se relâche. Alors je dis pas qu'elle est facile, mais je dis qu'on peut se relâcher au niveau mental parce que ben on peut avancer, prendre position doucement, ne pas passer sa vie à surveiller ses flancs et les menaces de danger, et puis on n'a pas cette pression du tir qui nous étrille à chaque tour. Donc il décide de mettre ses butchers sur son flanc gauche. Donc là, au niveau du scénario, on était sur un scénario, si je ne dis pas de bêtises, où il fallait tenir les sixièmes de table, il me semble. Donc en plus, c'est un scénario qui me réussit pas trop mal avec mes nains. Donc les terreurs, ben, les a mis côte à côte. Alors cette partie, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, pour prendre l'initiative, Silence va prendre un risque. Il va charger un roi sur bête sur mon flanc gauche avec un régiment de Shadowhound et puis une personnage individuel. Et en fait, en gros, il part dans l'idée que ça va passer, mais bon, statistiquement, c'est pas fait du tout. Il se trompe un peu dans ses calculs. Et puis, en fait, le calcul risque, pour moi, calcul risque-gain est pas bon parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour prendre un roi à 180 points, ben, voilà, il risque de perdre une unité, enfin deux, trois unités qui sont assez coûteuses. Donc, il lance son assaut ne fonctionne pas. Je contrecharge ce petit morceau d'armée qui était bien en avant de son armée et qui n'a aucun soutien et je le décime. Et du coup, il commence sa partie assez rapidement en tour 2 avec un handicap de points assez costaud, quoi. Donc là, on voit le fameux roi sur bête qui avait fait l'objet de la charge. Et puis alors après, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une guerre d'usure hein, entre les nains et les cauchemars, voilà, dans lesquels les cauchemars vont se faire quand même sacrément étrier. Euh, mais il y a quand même ces 2 terreurs qui, à chaque tour, vont jeter leurs 40 dés, qui me font excessivement mal. Et du coup, jusqu'au bout, la partie, elle pourrait tourner en sa faveur. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est une victoire pour les nains. Et finalement, pourquoi cette partie, voilà, c'est une victoire très large hein, pour les nains. Je pense qu'effectivement, il y a eu cette petite erreur, enfin cette erreur qui est commise par mon adversaire. Mais après, finalement, ce qui se passe, c'est que bah, je pense que lui et moi, on a finalement plus ou moins les mêmes défauts. C'est-à-dire qu'on a des listes finalement qui sont assez prévisibles en soi, hein. Des listes qui bougent peu, qui tirent peu, et puis avec des rôles assez spécifiques sur le champ de bataille. Et du coup, je pense qu'en fait, bah, Silence, il rencontre un peu cette même difficulté que moi, c'est-à-dire que dans un format de jeu où on peut avoir du danger qui peut venir de partout en même temps, ben nous, en fait, on ne crée pas ce danger. On est plus dans la réaction, on va faire des propositions et finalement, on va pas pouvoir être à l'initiative des parties. Et du coup, bah là, sur cette partie-là, je pense que j'ai un peu plus d'expérience que lui et peut-être que je maîtrise un peu mieux ma liste et peut-être aussi simplement que le match-up voilà, au niveau des armées était positif pour moi. Et du coup, ben voilà, la partie, elle est complètement à sens unique. Et du coup, on voit bien hein, à la fin, il va avoir quasiment la totalité de son armée qui va tomber, sauf ces 2 terreurs. Donc à ce niveau-là de la journée, j'ai 2 défaites et une victoire large. Les 2 défaites, c'est 2 défaites relativement mineures et la victoire très large. Donc je me dis, bon, si je me débrouille pas trop mal, peut-être que sur cette 4e partie, je vais savoir remonter un peu dans le classement. Euh,
là ici sur la photo, on voit bien en fait à un moment donné, j'ai manqué cruellement de chance avec ces butchers. Alors malgré une supériorité de mon côté, j'ai mis des tours et des tours à m'en débarrasser. Donc ça, c'était vraiment le gros suspense. Est-ce que les butchers vont finir par tomber ou non? On voit le rôle du tueur volant hein, qui vient appuyer les corps à corps. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, le seigneur Berserk volant, il va aussi, sur certains corps à corps qui sont quasi sûrs de passer, amener cette fiabilité qui permet l'assurance de la victoire, quoi. C'est vraiment un personnage individuel volant comme ça, c'est vraiment très pratique sur les scénarios. Et là, c'est la photo finale que vous avez vue. Donc, pour la quatrième ronde, j'affronte BJ. Et BJ, il joue une liste de cauchemars avec des unités que finalement j'ai plus trop l'habitude de voir. Donc le Shadow Hulk en doublé. Souvent les joueurs maintenant leur préfèrent la terreur ou alors le Void Lurker qui vole. Donc c'est vrai que deux Shadow Hulk comme ça on n'a plus trop l'habitude. Et puis il a aussi cette nouvelle troupe là qui peut voler. Cet équivalent, cette unité d'infanterie d'élite extrêmement fragile mais qui peut voler et qui voit une taille au-dessus de la sienne. Au niveau du scénario, bah là, le match-up pour moi, il est pas déconnant. Une fois encore, c'est le même principe que Silence et moi, hein. On n'est pas super rapide, ni lui ni moi, et on n'a pas vraiment d'unité qui pourrait créer la surprise. Et je pense que lui, comme moi, il est sur une liste assez contrôle finalement, puisqu'il a quand même deux créatures qui sont soin 7 et radiance de vie pour une des deux. Et du coup, en fait, le scénario, par contre, il n'est pas du tout intéressant. C'était un des scénarios vraiment que j'attendais avec une certaine inquiétude, c'est le scénario de bluff, puisque mon armée est très très lente, du coup c'est pas évident de me repositionner. Et donc voilà, je commence la partie avec finalement un refus de flanc à droite, et le gros de mes forces va se trouver sur le flanc gauche et au centre. Et lui de son côté, clairement, il veut pousser sur son flanc, c'est son flanc droit qui du coup est mon flanc gauche, et du coup j'en déduis que les gros objectifs risquent d'être sur le côté gauche. Donc là on voit bien mon centre. J'avais mis mes lanciers et ma horde de cuirassés au centre, puisqu'en fait au centre il avait mis des scarecrows. Et les lanciers, mine de rien, ça jette 15 attaques, ça touche sur 3, ça sature pas mal. Donc, je me suis dit, ouais, les lanciers, ça peut me permettre de me débarrasser assez rapidement des scarecrows. Comme à l'habitude, je mets un roi nain sur mon flanc gauche, un roi sur bête. Et puis je mets les Iron Guard pour ancrer définitivement mon flanc gauche et deux briseurs de bouclier côte à côte. Donc voilà, ce qui nous fait quand même un flanc gauche voilà, à la fois solide et aussi létal. Alors très rapidement dans la partie, les deux Shadow Hulk vont charger sur les briseurs de bouclier. Et alors, voilà, contre toute attente, il ne va pas les prendre. Voilà. Et à gauche, il avait chargé en même temps avec des Shadow Hulk sur le roi sur bête, qui va pas prendre. Bon là, ça c'est moins surprenant. Et du coup, en fait, le fait qu'il sorte un double 1 sur ces deux Shadow Hulk, ça va avoir plusieurs incidences. La première, c'est qu'il va y avoir un Shadow Hulk qui va tomber suite à une charge de flanc et de mes briseurs de bouclier sur lesquels j'ai passé un banchant. Donc 24 attaques, touche sur 3, élite, crushing 2, bon, ça pardonne pas. Et le deuxième effet, c'est que ça va complètement déstabiliser mon adversaire, qui à partir de ce moment-là, voilà, va être extrêmement irrité par ces jets de dés. Et bon, pourtant, voilà, il est loin d'avoir perdu, hein. C'est ce que je lui dis après, hein. C'est dommage pour lui d'avoir perdu son sang-froid comme ça, parce que franchement, il pouvait tout à fait gagner cette partie avec facilité. Donc on a la révélation des objectifs. Donc on voit objectif à 2 points, là où il y a mort de cuirassé, mais tueur à 1 point. Et bon, la partie, globalement, elle se finit par voilà, une victoire pour mon adversaire au tour 7, sachant qu'au tour... elle se finit par une défaite tour 6 pour lui et un match nul tour 7. Et du coup, il s'agit d'un match nul, puisqu'évidemment, il y a eu un 7e tour. Alors je pense que c'est un adversaire voilà, qui s'est un peu laissé aller à l'émotion, quoi. Mais moi, je suis persuadé qu'il pouvait gagner. Son plan de bataille était bon. Et du coup, tant mieux pour moi pour le nul, mais tant pis pour moi pour le tour 7. Le lendemain matin, j'affronte Assurian. Alors j'avais vu un peu les photos des appareillages. J'avais vu sa liste a été totalement, à mes yeux, abjecte. En fait, clairement, toute son armée tire. Il a des unités qui tirent de très loin, et des unités qui tirent, et en plus les Scorchwing, c'était l'unité star de cette édition. Deux dragons, enfin là, clairement, j'aborde la partie avec une inquiétude certaine.
Scénario de percée, d'habitude, c'est un scénario qui me réussit bien, mais là, j'avoue que je suis pas du tout serein. Et donc, voilà, c'est une véritable purge qui va commencer pour moi, hein. Je vais pas passer à chaque tour, je vais enlever mes unités. Enfin, je vais me faire mes tables rasées. En fait, à l'origine, je voulais essayer de traverser cet étang qu'on voit sur la photo avec mes objectifs pour aller cueillir l'objectif central. Et puis, ça n'a pas du tout marché, quoi. J'avoue que j'ai commis une erreur énorme. C'est que très rapidement, j'ai rabattu mes rois sur bête que j'avais positionnés sur les flancs. Je les ai rabattus au centre ou alors à l'arrière pour essayer de me débarrasser de ces tireurs. En faisant ça, j'ai laissé complètement libre, voilà, la liberté de mouvement à ces dragons, hein, alors que normalement chaque roi devait neutraliser au moins un dragon. Et du coup, bah, en fait, avec les 2 dragons sur les flancs, je prends des charges abominables et mon armée se fait littéralement décimer. Je me suis pas fait péter comme ça depuis bien longtemps. Et du coup, j'en suis à un nul, une victoire et 3 défaites. Et puis de là, je retombe sur Pestilence. J'ai pas la liste, mais je crois que c'est cette liste, je n'ai vraiment pas compris le concept. En fait, il s'agit d'une marée d'unités bon marché. Mais alors, il a aucune létalité dans son armée, hormis une horde de trolls zombies avec la potion d'adresse et un petit régiment de white, en fait, hein, d'apparition. Mais enfin voilà, on est sur un scénario, voilà, il faut aller chercher, on va aller devoir chercher des points de butin. Et en fait, bah voilà, clairement, j'ai plus rien à gagner sur ce tournoi. Enfin, je suis dans les tréfonds du classement. Donc j'aborde la partie en toute décontraction. Et puis bah clairement, son armée elle est pas du tout adaptée contre la mienne. Je vais me débarrasser assez rapidement d'une légion de zombies. Ouais, il y a une association, voilà, de mauvais match-up pour lui et puis de mauvais choix au niveau de ses. Il a plein de redirecteurs, mais je suis pas convaincu par la façon dont il les joue. Donc il a une légion de zombies qui va tomber très vite, attaquer de toutes parts. Il va réussir quand même quelques petits trucs avec sa deuxième légion de zombies appuyée par la horde de trolls de zombies qui est potion d'adresse. À un moment donné, il va charger la légion et la légion avec les trolls sur ma horde de cuirassés, puis il va un peu avoir sur stats, il va passer à travers ma horde en une seule phase de corps à corps, que ma horde était neuve. Mais hormis ça, en fait, c'est pour lui, c'est punitif, quoi. Ce que moi j'ai vécu à ma première partie, il l'a vit à sa deuxième. Je finis la partie avec un contrôle de tous les objectifs. J'ai quasiment pas perdu de figurines, quoi, hormis ma horde de cuirassés. Et lui, il s'est fait littéralement table rasée. Et du coup, voilà, je me retrouve, si je dis pas de bêtises, je crois 17e sur 24, enfin, je ne sais plus bien. Avec donc 3 défaites, 2 victoires écrasantes et un nul. Voilà, bon, après ce nul, s'il avait été une victoire, j'aurais été à 3 victoires, 3 défaites, hein, mais bon, après c'est toujours pareil. Donc c'est un résultat assez calamiteux pour moi, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas été dans une deuxième moitié de classement. Mais voilà, je pense qu'après, il faut bien réfléchir et se poser les bonnes questions. Je pense que voilà, cet échec, il est dû à plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que voilà, moi, je suis un petit joueur local. Et puis, voilà, je pense qu'à un moment donné, un tournoi à l'échelle nationale comme ça, voilà, moi, je vois un joueur comme Paco au club, ou des joueurs comme Nico, ou des joueurs comme Quantix ou AVL. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de partir sur des tournois à 24 joueurs, de se déplacer en dehors de la France, même parfois. Et ce sont des joueurs qui ont cette caractéristique d'avoir un mental d'acier, quoi, finalement. Moi, j'avoue que j'ai tendance à être quelqu'un d'assez émotif sur une table de jeu, et en fait, au-delà de ça, je regarde certains joueurs, certaines listes avec beaucoup de respect, et peut-être que des fois, c'est bien de respecter son adversaire, mais il faut jouer avec le niveau de jeu auquel on a l'habitude de jouer quand on est en amical. Finalement, en tournoi, c'est pas si différent de l'amical avec du recul. Donc voilà, du coup, je pense à l'avenir, peut-être, moi, me mettre la pression, déjà, ça pourrait peut-être m'aider. Après, deuxième enseignement que je tire de ce tournoi, c'est voilà, je pense que ce que je vais dire, ça peut apparaître comme une vérité qui est stupide, mais je pense voilà, que après toutes ces années de jeu, aujourd'hui, au niveau de la conception de mes listes, j'ai compris une chose, c'est que dans ce jeu, il est une évidence, c'est que le mouvement, c'est la clé.
Et si on veut jouer à un niveau de tournoi à l'échelle nationale comme celui-là, je suis convaincu qu'il faut soit disposer d'une solide capacité de projection pour menacer l'ennemi, occuper des objectifs évidemment, et puis aussi initier la partie, ou alors soit on n'a pas cette capacité de projection, mais on a une capacité à neutraliser la projection adverse avec des armes de distance, des tirs, des sorts, et voilà. Et moi, j'ai quand même ce goût amer dans la bouche de me dire que sur certaines parties qu'on a faites, notamment celle contre Boss et ses 3 hordes de shooters, la partie contre Assurian et ses salamandres qui tirent à fond de cale, ces 2 parties-là, je ne vois pas. Alors, c'est certainement, peut-être j'ai perdu mon sang-froid, peut-être que ils ont eu un avantage psychologique, mais j'ai vécu ces parties comme une véritable souffrance. Et à aucun moment j'ai eu cette sensation que Malice avait une chance de passer en fait. Et pourtant, en général, les déploiements, c'est quelque chose que je réussis pas trop mal. Et je pense que ça, c'est dû au fait qu'à un moment donné, ne pas avoir de projection ou de capacité de neutralisation de projection, mais en fait, c'est quand même partir avec une sacrée épine dans le pied, quoi. Parce que je suis persuadé, alors Assurant, il jouait extrêmement bien, et voilà, je pense qu'il joue mieux que moi, mais concernant Boss, je pense que mon niveau de jeu n'était pas plus mauvais que le sien. Et je pense que clairement, l'effet match-up, il m'a mis en difficulté. Donc je pense que jouer une liste aussi spécialisée que la mienne et se priver de complètement la projection au tir ou au corps à corps, c'est quand même très très compliqué à ce niveau de jeu. Et du coup, dernière chose, sur la phase préparatoire, je pense qu'il y a un effet méta que j'ai pas du tout perçu, puisqu'en fait j'ai joué au niveau local contre 4 ou 5 joueurs réguliers. Et j'arrive sur un tournoi où finalement, au Master français, j'affronte 2 cauchemars alors qu'au club, plus personne ne joue cauchemar. J'affronte un joueur ogre alors que plus personne ne joue ogre. J'affronte un joueur vermine, plus personne ne joue vermine. Et j'affronte des salamandres. Et je crois que la dernière fois que j'ai joué contre un salamandre, ça doit remonter à éventuellement il y a 2 ans ou 3 ans. Donc au final, sur 6 parties que je vais avoir, j'ai pas de mort vivant non plus au club. Les 6 parties que j'ai faites, je les ai faites contre des armées que je n'avais pas affrontées depuis des semaines, voire des mois, voire des années pour certaines. Et c'est vrai que du coup, sur cette phase préparatoire, où j'ai gagné quasiment la totalité de mes parties contre les adversaires locaux, j'étais convaincu d'avoir un concept de liste qui était parfait, sauf qu'en réalité, j'avais un concept de liste qui était parfait, mais dans le méta local, pas sur un méta à l'échelle nationale. Et quand j'ai vu arriver les listes, voilà, il y a des listes que j'avais plus du tout l'habitude de voir, genre les Basiliens qui tapent très fort, avec leurs 2 hordes de chevaliers. Pourtant, on les avait vus dans les masters anglais. Moi, je suis un peu l'actualité. J'ai vu que c'était des listes qui fonctionnaient bien. Enfin, des listes vermines équilibrées. Enfin, il y a des types, des archétypes de listes qui n'étaient plus présents du tout dans le Nord. Et du coup, je pense que le décalage entre ma liste et le méta, il vient aussi de ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, quand on s'entraîne, il faudrait qu'on repense notre façon de s'entraîner avec les collègues du Nord. Éventuellement, pourquoi pas, des fois, sortir des proxys et puis imaginer de s'entraîner mutuellement comme ça à tout type de menaces qu'on pourra rencontrer, quoi. Voilà, du coup, voilà, une très belle expérience. Franchement, je vous invite à aller à Oison. Scholl, c'est un mec super cool. Ça mange vraiment bien là-bas. La salle est vraiment super cool. Les organisateurs des masters français, ce sont vraiment des personnes super qui donnent de leur temps personnel pour faire vivre la communauté. Moi, j'étais représentant du Nord, mais je n'ai participé à aucun débat. J'étais fort occupé dans ma vie privée et franchement, tout ce que font Julien, Nico, Knur et puis tous les autres, c'est vraiment juste super, quoi. Et du coup, le prochain débrief de tournoi, ce sera mes qualificatifs au Master français pour la région Nord, puisque la région Nord, cette année, ce sera la première région à initier les qualificatifs, et du coup, voilà, je jouerai mes nains, mais des nains un petit peu plus réfléchis peut-être, et dans l'état d'esprit que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir avoir une capacité de neutralisation de la projection adverse. Donc voilà, je resterai sur une armée qui est lente, mais qui est capable de se débarrasser des éléments mobiles de l'adversaire. Voilà, je vous souhaite à tous plein de belles choses.
Et puis surtout beaucoup de 6. Et je vous dis à très bientôt.